Alors pour toi, Sarvatma, c'est quoi cette université de la joie? Souvent, les universités ne nous apprennent pas comment être heureux. Les universités, c'est des lieux de savoir. On nous apprend plein de choses. C'est accès à l'information et non pas à être. Cette université que je conçois un lieu pour apprendre à être heureux par simple appréciation de la nature, de soi-même, apprendre à trouver la joie dans l'âme. Voilà, c'est ça l'université pour moi. Et pour moi, l'université de la joie, c'est un espace, quel qu'il soit, pour grandir ensemble en conscience, dans la joie. Donc vraiment faire un chemin ensemble, avec des regards croisés, parce que le sentier qui nous mène à la joie peut être multiple. Donc on vous proposera différents outils et de faire des liens entre ces différentes pistes qui vous sont proposées pour grandir ensemble en conscience dans la joie. Alors moi, ce qui me met vraiment en joie, c'est de m'accorder le temps de faire ce qui me nourrit pleinement. Dans nos sociétés occidentales, on court et on remet souvent à plus tard ce qui nous met en joie. Et je voudrais vous proposer d'inverser la tendance, de regarder que le temps vous est offert pour vous réaliser pleinement. Ce qui me met en joie, c'est cette idée que le sacré est omniprésent, partout, dans toutes les formes. C'est la manifestation de ce qu'on appelle l'amour sacré, Dieu, l'absolu, vous et moi, la terre, le ciel, l'air, les étoiles, le soleil, les arbres. En fait, tout est cet amour qui se manifeste en diverses formes. C'est ça qui me rend heureux et en joie. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Soulayourt et bonsoir les Zoomers. Alors ce soir, c'est une soirée où on va parler de gens heureux. Un thème qui nous est cher, puisqu'on en a même fait une université de la joie. C'est vraiment pour nous une urgence à ce que l'on fasse de la joie un chemin de retour à soi, puisque c'est l'idée qui va nous partager que plus il y a de la connaissance de soi, plus on retrouve la joie de l'être, cette joie naturelle qui ne nous quitte pas et qui est un terreau pour l'accueil de la beauté, de la joie, de la paix. Et donc voilà, l'université de la joie, c'est un endroit, un espace qui se crée peu importe où, à vrai dire, pour proposer des espaces de grandir ensemble en conscience. Alors bien sûr, il y a la philosophie du yoga, la science du yoga qui sous-tend le projet. Mais l'université de la joie est ouverte à tellement de choses, aux arts, à tellement d'autres techniques de développement personnel pour que chacun soit acteur de ce chemin vers cette joie naturelle, mais aussi acteur de la parsemer autour de soi. Et donc, moi, j'avais très envie de vous faire vous rencontrer parce que j'avais aimé ton discours engagé, ton témoignage d'abord sincère, et puis ton discours engagé à être acteur du changement. Et aussi à cette dynamique de, oui,
cette image que tu utilises des pingouins qui se relaient sur la banquise en première ligne pour protéger nos rêves, nos aspirations profondes et aussi croire en un monde qui fonctionnerait, qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment la nature de l'être humain sur le mode de la collaboration, de la bienveillance, de l'intuition, de la joie, du vivre ensemble. Et donc, voilà, j'entendais l'écho de ce message avec toute ta jeunesse aussi et ton enthousiasme. Et puis, jeunesse oui, parce que... toute relative. Oui, mais bon, comme tu as plus ou moins le même âge que moi. Alors oui, très très jeune. Oui. Et en même temps, cette jeunesse à laquelle je veux croire, qui devient acteur de son monde, et cette sagesse indienne que j'ai eu la chance de vivre, de fréquenter grâce aux enseignements de Karshi Sarvahatma, qui est yogi. Et Karshi, ça signifie la voie singulière, et c'est un peu la direction que tu as prise pour enseigner la science du yoga. Ça fait 30 ans que tu enseignes le yoga à travers la francophonie, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un yogi indien qui parle très bien le français. Et donc, voilà, tu es aussi engagé à être acteur du changement, puisque Maitri Mandir, c'est le temple de l'amitié. Donc, ça vous dit déjà un peu l'angle qui est pris pour la transmission. Et puis, non seulement tu enseignes le yoga, mais tu suis aussi ton dharma. Et ton dharma, c'est notamment de nourrir encore et encore des familles au Kerala. Et donc, Sarvatma a créé depuis maintenant 18 ans. L'association a été créée Maitri Mandir pour soutenir la création d'emplois pour quand le tourisme solidaire existait encore, mais ça va reprendre. Et, 70 familles que l'association soutenait. Et donc, voilà, aujourd'hui, tu es très engagé aussi dans tout ce qui est culture pour pouvoir envisager aussi un monde où nous ne sommes pas que consommateurs, mais consomme-acteurs, à savoir que nous produisons ce que nous mangeons et nous aidons aussi la Terre à mieux produire. Tu pourras peut-être nous en parler. Donc, voilà, on va parler de quelle est la transformation nécessaire dans le monde pour qu'il y ait plus de gens heureux. Alors peut-être... Tout un programme. Pedro. Nous avons donc 2 semaines pour en parler. Mais on fait un petit avant-goût et puis on pourra faire une suite. Je ne sais pas si peut-être Pedro, tu pourrais commencer et ensuite Sarvatma, tu prendras la suite si ça vous convient. Du coup, je vais commencer par parler de ce discours que j'ai fait, que tu as cité, parce qu'il y a une phrase dedans qui colle assez bien et qui est la dernière phrase du discours. Donc moi, j'ai fait ingénieur civil à l'UCL, à UC Louvain maintenant, et j'ai même fait un doctorat en sciences appliquées à ce moment-là. Et donc voilà, ma mère est peintre, mon père est prof de littérature. Moi, j'ai grandi en ayant toujours cette fibre artistique, cette envie de créer, de contemplation de la beauté, de création, si possible, aussi de la beauté. Et contre toute attente spirituelle, mais en toute légitimité, toute logique par rapport au système actuel, mon père et ma mère m'ont poussé plutôt vers des études d'ingénieur. Pour lesquels j'étais pas du tout appelé, mais pour lesquels, voilà, dans lesquels j'ai dû me faire force pour y arriver quand même. Et puis il y a eu un bouleversement existentiel qui a fait que j'ai commencé à m'écouter, à me rendre compte qu'en fait tout ce chemin, tout ce que j'avais fait là jusqu'à mes 30 ans, n'était pas tout simplement ne me mettait pas en joie. J'étais confronté à la mort, à la mortalité, à notre fragilité, et je me suis rendu compte que si je devais mourir demain, je serais passé à côté de
tout un tas de choses que j'aurais voulu faire et qui m'auraient empli de joie et que je n'étais pas en train de faire. Je suis passé de penser, comme nous pensons tous, que nous sommes mortels, à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus palpable, qui est je vais mourir. Et ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, mais ça peut être demain. Donc à partir de là, tout a commencé à se déconstruire, à se remettre en question. Après une longue période de transition, je suis devenu artiste photographe. J'en vis depuis 8 ans. Et à cause de ça, on m'a appelé pour faire les discours de remise des diplômes aux ingénieurs fin 2019, qui était déjà en soi un acte très courageux de la part de l'université. Parce que je suppose qu'ils ne s'attendaient pas à un discours tout à fait dans la continuité de ce qui avait été, de ce qui se faisait d'habitude jusque-là. Mais ils ne s'attendaient peut-être pas que ce soit aussi radicalement en opposition avec ce qui avait été dit jusque-là. Et le discours a fait comment on appelle aujourd'hui, un buzz, et il a été vu aujourd'hui 11 millions de fois à travers le monde. Et pour revenir à la question, donc ce discours finissait, j'avais repris une citation du Dalai Lama que j'avais un peu adapté, et donc je finissais en disant: le monde n'a plus besoin de battants, de gens qui réussissent, il a besoin de rêveurs, de gens qui prennent soin, et plus que jamais de gens heureux. Et donc ça résumait en quelque sorte ce que j'avais voulu dire par tout ce discours, c'est-à-dire d'être frontalement opposé à ce que moi j'avais écouté comme discours jusque-là, qui était l'inverse de ça. On n'a pas besoin de gens heureux, on a besoin de battants, on a besoin de gens qui réussissent, de gens sérieux, de gens excellents, de gens qui frisent la perfection, et en fait des gens qui sont, on s'en fout s'ils sont malheureux. Mais au final, ils le sont malheureux, vu que, par définition, ou en tout cas par omission, on n'a pas nommé tous les verbes qui mènent à la joie et qui sont de la nature qui sont de l'ordre de l'invisible. Et c'est là que mon discours devient un peu militant, à savoir que, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'ai quand même travaillé quelques années dans une grande multinationale, une des plus grandes banques au monde. Donc j'ai aussi vu les coulisses. Et j'en suis arrivé à la conclusion qui n'est pas du tout une conclusion personnelle, qui est une conclusion que n'importe qui pourrait avoir, qui est que le système capitaliste, dans son ADN, il n'a que la matière. Il n'a que ce qui est matériel, physique et palpable. Et donc tout ce qui est invisible est totalement hors champ des possibles du système capitaliste. Et donc de tout ce qui a trait au système capitaliste, tout ce qui est la pub, tout ce qui est les partis politiques, tout ce qui est l'éducation, va toujours omettre tout ce qui est du champ de l'invisible, à savoir l'amour, la joie, le bonheur, l'entraide, la solidarité, l'empathie, l'intuition. Tout ça est hors champ de notre société. Et je parle de la société telle qu'on l'a connue jusqu'ici, pas vers où elle est en train d'évoluer, mais ce qu'on a connu jusqu'ici. Et ce que moi j'ai eu comme discours dans tout au long de ces années-là. Et donc, et je vais terminer mon intro par ça, il y avait un livre qui m'avait touché dans mon cheminement depuis cet événement de ma vie à 30 ans. Jusqu'à maintenant, il y avait ce livre de Ken Robinson qui remettait en question tout le système éducatif et qui avait fait un livre qui s'appelle L'élément. Il définissait l'élément comme l'endroit dans nos vies où on arrive à faire cette conjonction entre nos atouts et notre joie. C'est ce moment où le temps disparaît, ce moment où on est en train de faire quelque chose qui nous prend complètement et où on est décollé de la réalité tellement on est pris dans en fait par la joie de l'instant et d'être au lieu et à l'endroit où on a toujours eu envie d'être, qui nous irradie et nous dépasse. Et il disait que la seule façon d'arriver à une société qui soit meilleure et plus heureuse, c'est que chacun arrive à trouver cette place-là, cette place qui fait qu'il est dans une joie extrême d'être enfin à l'endroit où il a toujours rêvé d'être.
Voilà. Et donc, c'était l'étincelle de ce discours et de cette phrase. Et c'est ça que je voulais transmettre à tous ces jeunes aujourd'hui, de commencer à revoir ses priorités en mettant. Je ne leur disais pas de ne pas faire ingénieur. Ils avaient déjà fait le chemin, ils avaient déjà leur diplôme. Mais lors de la recherche d'un emploi, de la recherche de ce chemin de vie qui commence, à ce moment-là, juste remettre à la bonne priorité ce qui va en fait le remplir de joie et qui n'avait jamais été enseigné dans les bancs jusqu'à. Donc il va falloir les inciter à faire ce chemin que Sarvatma enseigne, de se mettre en route sur un chemin de joie. Alors justement, parce que Sarvatma, Pedro nous dit, oui, mais quelque part, enseigner la joie, c'est pas tellement ce qui leur avait été enseigné à ces ingénieurs de manière un peu plus générale aussi dans le système d'éducation. Mais plutôt que d'être dans du contre et mettre l'accent sur ce qui ne se fait pas, moi je voudrais surtout qu'on prenne du temps ce soir pour parler de la transformation à laquelle tu nous invites. Et souvent, c'est ces changements que l'on fait dans nos vies parce que le quotidien est devenu à ce point douloureux ou insupportable ou parce que le corps n'en peut plus, qui est une mise en route, qui peut être une mise en route vers une véritable transformation. Et pour toi, c'est quoi cette véritable transformation? D'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui sont présentes et aussi en distance. Et aussi, merci d'avoir organisé Surya ce soirée. Merci d'être présent. Nous avons beaucoup de choses qui sont en commun avec Pedro. Moi aussi, je suis ingénieur. Et moi aussi, été forcé par mes parents pour devenir ingénieur. Et cette étude, en fait, m'a donné quelque chose d'extraordinaire. Une façon de penser empirique, mathématique, très logique, très structurée. Quand on construit un pont, on ne peut pas dire ça va marcher ou pas, ou j'ai l'impression qu'en restant un pays d'impressionnistes, on ne peut pas réfléchir comme ça. On a besoin d'être sûr. Cette façon, cette formation que j'ai reçue, à la fois qui m'a amené dans un monde de palpable et mesurable, qui m'a donné vraiment une envie de découvrir l'immesurable, inconnaissable, invisible, transcendant. Et ce besoin était au fond de moi. C'est certainement, l'ingénierie peut contribuer au bonheur. Et je me dis, peut-être on peut imaginer une ingénierie de notre être. Pourquoi pas? En fait, ça m'a amené à la découverte de yoga. Yoga, il n'y a pas de règle. Rationnel, logique, cherche directement la joie. Directement. La voie royale vers l'équilibre, l'harmonie qui nous amène cette vision claire et une approche holistique. Et c'est ça que je voyais la différence. Parce que tous les sujets que j'avais étudiés à l'école ou à l'université tiennent compte du monde qui se présente dans notre champ de vision, mais ne prend jamais un instant pour savoir qui est derrière toute l'expérience. Le témoin, la conscience qui permet en fait vivre toutes les expériences. L'individu, la personne que je suis n'est pas tenu compte. Et la question de la mort également. Mes parents qui m'ont dit quand ils sont en train de me voir investir dans un chemin spirituel à très jeune âge, parce que pour moi, c'est déjà à 15 ans que je commence à lire des livres philosophiques autour de yoga et Vedanta. À 18 ans, quand je vais vraiment commencer à fréquenter les maîtres,
mes parents commencent à s'inquiéter vraiment. Et puis à 20 ans, quand j'ai arrêté, j'ai quitté le monde, le monde que j'ai appelé le monde de, de consommation, production, travail. Je commence à vivre dans un ashram. Et là, ma mère me dit, peut-être ton maître a une meilleure place, pas pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es malade? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu as besoin? Parce que en chemin spirituel, ça ne va pas faire gagner de l'argent. Mais pour moi, comme Pedro vient de dire, pour moi, c'est comme j'ai été obligé d'apprendre mathématiques, c'est la division par zéro. Immédiatement, quand je tiens compte de ma propre disparition, je me dis quel est le sens de ma vie. Donc vraiment, je me suis plongé sur la question et ça m'a amené à une découverte extraordinaire. Je vais vous dire tout de suite, c'est très simple. Nous sommes le Créateur. Et souvent, le monde de religion, quand on parle de Dieu, on regarde là-haut. Mais c'est aberrant. Le Créateur, c'est dedans. Vous s'aimez une sémence, mais à l'intérieur, il y a une conscience à l'intérieur qui va prendre l'eau, l'air, tous les nutriments, il va pousser comme un arbre. Quand j'étais un fœtus, c'était pareil. C'est à l'intérieur de moi, c'était moi qui étais en train de prendre tout ce dont j'ai besoin pour me construire mon corps. Et je continue d'ailleurs. J'ai créé mon monde autour de moi. Je suis le créateur. Ça, c'est la transformation. Je ne savais pas, j'ai toujours rejeté la responsabilité. Le système, ça ne va pas, le politique, ça ne va pas, l'économie, ça ne va pas. Je suis né dans une époque qui ne fallait pas, dans un continent il ne fallait pas. Je suis dans un corps, peut-être il fallait naître dans un autre pays ou dans un autre sexe. Mais en fait, c'est moi le créateur. Si c'est moi le créateur, à qui je vais porter? Voilà, c'est ça la transformation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je partage avec vous. Oui, je partage tout à fait cette idée d'être créateur. Tu dis toujours on est les créateurs de notre univers, le soleil la lumière qui éclaire le soleil. Mais c'est quand même pas quelque chose de si facile à appréhender. Je me dis pour toute cette communauté qui nous suit, se dire que là, dans une difficulté qui peut être très matérielle, je suis créateur de cette réalité. Et quand je me sens un peu coincée dedans, quelle est la ressource alors? Ce matin, on discutait en préparant ce Zoom, et je te disais, mais finalement, parfois on peut se sentir bloqué dans une situation, avoir l'envie de faire un changement, mais pas savoir comment s'y prendre. Alors quand tu dis, je suis le créateur de cet extérieur qui m'emprisonne, alors toi, quelle est la voie de transformation immédiate que tu pourrais proposer? Ça fait très longtemps que tout le monde en Europe particulièrement, on sait que c'est la Terre qui est au centre, que le Soleil et tout le reste qui tourne autour. Et quelquefois, si quelqu'un questionnait cela, il subissait vraiment des agressions. Et le temps a passé, maintenant on est tous d'accord. Le soleil c'est au centre, que c'est la Terre qui tourne, c'est pas le soleil se lève, c'est la Terre qui tourne. On continue quand même à dire le lever de soleil, le coucher de soleil. On continue à vivre malgré qu'on connaît la vérité, on continue à vivre dans l'ancien registre. Si je dis aujourd'hui, je ne suis pas né dans ce monde, c'est le monde qui est né en moi. Ça peut être choquant. Je peux dire également, c'est pas vous êtes venu ici, c'est le contraire. Je suis venu en vous.
Si je dis que c'est moi qui ai créé, aussitôt que j'avais dit oui, j'allais participer à cette soirée, ce moment-là, c'est moi qui ai créé cette occasion de ma vie. En fait, ça suffit de simplement voir qu'il y a une autre possibilité. C'est un point de vue différent. Ça suffit d'accepter, mais personne ne peut forcer. Moi, j'ai regardé, je suis né mon anniversaire comme tout le monde, et puis un jour, je me dis, mais j'étais juste derrière la porte. Mais j'ai existé avant. En fait, est-ce qu'il y a un moment où je n'existais pas? Non. J'étais dans le corps de mes parents, et leur corps était dans le corps de leurs parents. En fait, je suis physiquement pas un instant où je suis né. Je suis non né. Si quelque chose qui n'a pas commencé, ça ne peut pas finir. C'est-à-dire la mortalité, en fait, c'est ma nature. Je n'ai pas besoin de devenir immortel. Je suis au-delà de la mort. Le monde fonctionne dans la peur de la mort. Nous avons besoin de sortir assez rapidement cette peur. Parce que le plus qu'on a la peur, on va donner l'espace pour l'exploitation. Religion, premièrement, vient dans cette place pour exploiter la peur de la mort. On a tous besoin de savoir ce qui se passe après la mort. Pareil, la politique, c'est tous les systèmes humains, en fait, basés sur la peur. Et donc, en fait, ça suffit de comprendre et qu'en fait, il n'y a pas de problème. Nous sommes simplement spectateurs éternels. Dans notre champ de conscience, le monde apparaît, disparaît, on est, en fait. Nous sommes en train de regarder ce théâtre cosmique, c'est tout. Alors justement, parce que tu parles sur le théâtre cosmique, tu nous invites à ne pas être des terriens linéaires, mais à être des êtres extracosmiques. Mais ça, tu peux nous expliquer, parce que si on est non né, je vais retirer le si, nous sommes non nés, nous sommes éternels. Certainement, moi, j'avais fait un chemin pour explorer moi-même et le monde que je vois. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des outils d'exploration, c'est-à-dire, je voulais savoir d'où viennent les pensées, comment le souffle met en activité, est-ce qu'il y a une autre force qui provoque le souffle? Comment les émotions sont déclenchées à l'intérieur de nous? Qui suis-je? Quelle est ma vraie, une véritable identité? Qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est l'énergie? Qu'est-ce que c'est la matière? J'ai eu des outils qui sont transmis par notre culture, comme le yoga, le samkhya. Il y a énormément des écoles, des pensées qui se plongeaient complètement sur la processus, comment chacun fabrique sa réalité. J'ai pris du temps pour comprendre que le temps, c'est une projection de l'esprit. Et donc, l'espace aussi. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, il y a une possibilité intellectuelle, un chemin intellectuel qu'on peut faire. Également, faire un chemin de ramener notre attention à la source même de l'attention. Observer l'observateur. Ça demande certainement un esprit calme et silencieux. Disposition de vie. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de courir tout le temps, je ne suis pas en train de régler les problèmes matériels qui m'entourent. Certaines disponibilités, certaines tranquillités.
m'a permis de comprendre. En fait, c'est une question de temps et d'investissement. S'asseoir et observer comment je crée ma réalité. Ça a pris du temps et ça m'a aidé. Et quand tu parles de cette expérience-là, je sais, toi, Pedro, que dans ton livre, tu témoignes que tu te rends compte à un moment donné que quand tu exerces ta passion, la photographie, tu peux passer des heures durant et que pendant ces instants-là, tu, tu perds la notion du temps. Mhm. Est-ce que ça va pas, tu vois, ces sensations, lorsqu'on est vraiment dans une activité qui nous nourrit pleinement et où le temps, on perd toute notion du temps, on est juste en connexion, en concentration dans ce qu'on fait. Ce sont ces instants-là, Apéritifs. des apéritifs, ouais, Des- des avant-goûts Oui. de cette paix que tu dis que l'on peut trouver. Parce que ce dont tu parles quelque part, c'est la réalisation de soi. C'est arriver à un état de tranquillité qui nous permet d'avoir cette capacité d'observer ce qui nous entoure et d'observer même l'observateur. Est-ce que ce sont ces avant-goûts-là qui mettent en chemin? Le temps est relatif. C'est depuis Einstein, on commence à bien comprendre tout ça. Et puis pour nous aussi, quand tout va bien, le temps passe vite. Quand ça ne va pas, le temps ralentit. Pour nous tous. Donc, il est visible, il est perceptible que cette forme d'élasticité du temps, quand on traverse des moments difficiles, c'est bien sûr le temps est long. Le temps est psychologique. Donc, avec les études et la pratique de yoga et l'observation de mes propres pensées, plus que je suis agité, le temps est une réalité. Mais quand je suis dans la paix, le temps disparaît. Quand je suis heureux, le temps est trop court. Et quand on dort bien dans l'état de sommeil profond, 8 heures de sommeil, on ne le ressent jamais. En fait, la question c'est la joie que nous pouvons expérimenter peut nous amener en dehors de temps à l'espace. C'est une question d'intérêt, parce qu'on nous a transmis une notion à travers l'éducation. Le bonheur, c'est l'avoir. Donc, il faut travailler pour posséder. Et donc, nous avons créé une société qui est extrêmement complexe. Combien ça coûte un coucher de soleil? Nous avons dépensé beaucoup d'encre pour glorifier des tableaux. Je ne suis pas contre l'art, mais regardez la nature, c'est une œuvre d'art. Et nous avons tellement basculé en fait notre attention, on s'est détaché, on nous a enfermés dans des écoles pour concentrer sur les données, des livres, des informations. On nous a glorifié quand on était capable de retenir des informations, mais on ne nous a pas donné l'occasion de voir la beauté qui nous entoure, parce que c'est pas très commercial. On ne peut pas vendre un beau coucher de soleil, mais on peut vendre les œuvres d'art. Et en fait, l'idée que nous voulons transmettre, la beauté, le bonheur, la joie, c'est notre nature de l'être. Partout ailleurs, c'est que des reflets de notre propre beauté. Une fois qu'on a compris la richesse, nous sommes infiniment riches en soi. Et il n'y a absolument aucun intérêt, ni pour la religion, ni pour la politique, de l'enfermer cela. Si on dit ça, chaque individu va se libérer. On ne peut pas les exploiter ni dominer. C'est ça le souci. Donc, je vous demande de transmettre ces messages
des bonnes nouvelles à vous, à votre entourage, et que nous sommes infiniment riches. Toute la beauté du monde, en fait, perceptible parce que nous avons l'œil pour le regarder. Ça doit bien te parler, Pedro, d'avoir l'œil, Ah oui, que la beauté que l'on perçoit est la beauté en soi. oui, oui, parce que en plus je suis photographe de rue. Je ne fais que capturer ce qui est déjà là. Enfin, je pourrais être photographe de nature, ce serait pareil. On peut essayer de capturer ce qui est déjà là. Euh, mais dans les villes, c'est encore moins évident parce que souvent, la seule beauté que l'on perçoit dans les villes, c'est celle qui a été construite exprès. Alors que j'essaye d'inviter à avoir ce regard contemplatif qui arrive à percevoir la beauté partout, même là où elle n'est pas censée être, même là où elle n'a pas été créée de toutes pièces. Et pour moi, la contemplation, c'est un regard plus un temps, plus une intention. Donc, on doit avoir cette intention de s'installer dans notre regard, de l'habituer à avoir un temps long, qui est capable de capturer, de ressentir, d'apercevoir ce qui est en anglais fleeting, ce qui est éphémère, ce qui est passager, un reflet, une ombre. Et souvent on me dit ah, t'étais là, cette photo ça vient de là, mais jamais j'aurais vu ça. Je dis juste que moi j'ai passé 12 heures, 8 heures dans cette rue. Donc si cette personne avait avait pris le temps et l'intention de chercher ça. Et assez naturellement, après, ce regard, c'est même peut-être pas après, mais en même temps, ce regard s'est retourné vers moi. Ce regard de recherche de beauté qui implique une intention et un temps long, presque automatiquement, je dirais, revient au centre de soi quand on reste aussi longtemps à contempler, à être posé, tout simplement. Faradma parlait de ce besoin que l'on des facteurs dont on a besoin pour arriver à se centrer et à être en paix, en sérénité, en écoute. Moi, je fais le lien de ça avec un livre que j'ai beaucoup aimé de Christian Sperger, qui est un peu aussi une de ces étincelles qui m'a éveillé à toute une réflexion qui est à la fois économique et spirituelle, donc c'est très rare. C'est un professeur qui est à la fois professeur d'économie et de philosophie existentielle, on peut dire spiritualité, mais c'est pas un terme qu'on peut dire dans les titres d'université. Et il disait en somme que le système capitaliste actuel se nourrit de nos failles, de nos craintes, de nos peurs. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, que le système capitaliste se nourrit de ça, j'avais besoin de deux voies parallèles pour me libérer de ça. C'était comprendre le système, pour savoir comment il se nourrit de tout ça, et me comprendre moi, pour savoir quelles sont mes failles, mes peurs et mes craintes dont le système est en train de se nourrir. Et pour arriver, une fois qu'on commence à porter cet œil en nous-mêmes et on commence à voir qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui est en train de me bloquer, ou au contraire de me faire donner de mon énergie et de mon temps aux pubs, au système, aux politiques, aux médecins, aux religieux, à tous ceux qui peuvent s'en accaparer, à mon supérieur hiérarchique, à ma famille, à mes amis, aux amis de mes amis, à tous, finalement, tout cet entourage qui est là pour se nourrir de certaines choses qui ne sont pas, qui vont sortir de nous et nous éloigner de notre chemin. Le recentrement, le fait de savoir quels sont ces canaux-là
Et le canal le plus important, c'est simplement le temps et l'énergie. Donc au plus on donne du temps et d'énergie à toutes ces façons, et l'argent forcément, le temps et l'énergie, à toutes ces choses-là, au plus on va s'éloigner de ça, en plus on va se rapprocher de soi, en plus on va avoir ce silence qui se crée autour de nous, parce que on a éjecté ou on a un peu filtré toutes ces voix qui sont en train d'essayer de se nourrir de nous. Et à partir du moment où j'ai fait ça, et j'ai lu Eckhart Tolle à ce moment-là, et j'ai eu cette pensée utilisée de regarder l'observateur, d'observer l'observateur. Ça a été une pensée un peu étourdissante. J'étais comme ça en méditation, et la première chose qu'on commence à faire, presque sans s'en rendre compte, c'est d'observer ses pensées. C'est la chose la plus simple qu'on peut faire pour commencer. Ce n'est pas d'essayer de chasser quoi que ce soit, mais juste observer ce qui se passe. Et à ce moment-là, au moment où on observe ses pensées, on se demande, c'est ce truc qui fait tourner la tête, c'est de dire, ok, si ces pensées sont là et je suis en train de les observer, qui observe? Si ces pensées sont moi, alors qui est celui qui observe ces pensées? Et c'est à ce moment-là que c'est un peu, c'est un moment de, comment on dit, une épiphanie comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir déjà me séparer de mes pensées. Les pensées, ce n'est pas nous. Et aussi à faire le tri. Et c'est ça que j'ai décrit dans ce livre, de façon très artisanale, très par essai-erreur. Et je me suis rendu compte de ce qui marchait pour moi et ce qui ne marchait pas. Et de voir que tout au fond de tout ça, il y a une voix qui est une voix juste, qui est une voix qui dit, qui me guide vers cette place juste dont on parlait tout à l'heure, de cet endroit juste, cette place où le temps n'existe plus. Et tout au-dessus de ça, il y a juste des couches d'autres voix qui sont empilées par rapport à ça et qui nous sont tombées dessus et qui, par malheur ou par habitude ou parce que tout le monde fait comme ça, on les a intégrées comme faisant partie de nous. Alors que ce ne sont que des pulls, des t-shirts, des choses qu'on peut enlever pour arriver à l'essence même euh, qui est finalement la boussole que j'ai commencé à écouter à ce moment-là, en remettant en question, et je trouve ce terme très important, en remettant en question toutes les autres injonctions qui venaient pas l'étouffer, des injonctions familiales, des injonctions de lignée, des injonctions sociétales, politiques. Et remettre en question, ça ne veut pas dire tout refuser, ça veut juste dire remettre à leur juste place, dans un ordre qui est différent de celui qui était avant, remettre les priorités pour voir, se rendre compte quelles sont les priorités, quelles sont les énergies, les temps qui me nourrissent moi et cette voix intérieure juste, et lesquels sont en train de nourrir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, et j'ai envie d'entendre aussi Sarvatma, parce que quand tu dis l'intention de regarder la beauté dans toute chose, tu parlais de beauté éphémère. Et parfois, Sarvatma, tu parles d'éphémère et d'effet pair. Dans l'idée d'un bonheur qui serait d'un bonheur ou d'une beauté qui serait éphémère, mais est-ce que l'invitation du chemin de réalisation de soi, c'est pas d'arriver à un état de joie qui est éphémère, dans le sens où il est constamment là et il n'y a pas de moment où on est, parce que c'est vrai que quand on vit un moment heureux, il y a le moment, tu l'expliques souvent, dans attraction et puis aversion, c'est ce côté où on vit quelque chose d'heureux et puis ensuite, quand ce moment passe, il y a l'effet du manque. On a envie alors de reproduire l'expérience, mais quelque part, on est alors dans ces mouvements. Et donc, est-ce qu'il faut véritablement une intention où le chemin de réalisation de soi est un chemin qui nous mène dans un état constant ou effet pair. Je ne sais pas si ça existe au dictionnaire, effet pair. C'est beau, c'est joli comme... dans un état qui serait constant de félicité. C'est ce qu'on appelle Satchitananda, je suis la félicité pure, qui est un état de joie qui est, si je me trompe, quand même différent de bonheur éphémère, aussi
honteux soit-il. Ce que nous appelons chez nous samsara, c'est ce mouvement qui se passe partout dans le monde. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, il y a des expériences qui sont agréables, il y a des expériences qui ne sont pas agréables. Ce mouvement est normal en fait, donc tous les êtres vivants vivent ça. Mais après, il y a une sorte de résistance qu'on ne veut pas quitter ce fonctionnement. On ne veut pas quitter. C'est-à-dire même, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes très très âgées, 102 ans, qui sont vraiment au bout de leurs possibilités physiques. Mais ils ne sont pas d'accord que ça s'arrête. Si on proposait une possibilité de renouveler leur corps, ils sont d'accord. Ils sont capables de payer le prix pour continuer encore pour un deuxième tour. C'est-à-dire, nous sommes sans cesse en train de chercher l'impossible dans le champ des perceptions sensorielles. On répète une expérience et puis on trouve que c'est fabuleux, c'est super, et on recommence et après on trouve que c'est pas aussi intense que la première fois, donc on a besoin d'augmenter la dose et forcément nous allons vers une saturation, une frustration et puis on a besoin d'essayer complètement autre chose. Même je remarquais même chez des personnes, pratiquement partout, je remarque des personnes qui sont extrêmement riches et ils peuvent tout acheter, mais la frustration est déjà présente. Plus qu'on est capable, plus qu'on remarque la frustration, parce qu'on ne peut pas acheter plein de choses avec l'argent. Il est nécessaire de compléter notre bonheur terrestre avec un autre bonheur, qui ne sont pas en conflit avec le bonheur. Le yogi, il est en extase, mais ça ne le gêne pas d'avoir du plaisir du monde. Il devient comme un océan, ça ne se déborde pas parce que toutes les rivières du monde se jettent dans l'océan. Il ne dessèche pas non plus si un jour toutes les rivières sont arrêtées. Ainsi, au fond de nous, on peut trouver cette immense possibilité de joie. Et là, à partir de ce moment-là, nous pouvons être en débordement de la joie, au lieu de demandeurs. Je vois ce qui fait mal dans le monde, c'est qu'il y a trop de monde. On a trop peur de manquer. Et tout le monde cherchait à planquer tout. Pourtant, il y a de l'abondance. Et donc la pauvreté est créée. Trois quarts de la population mondiale vit avec 1,50 €. C'est terrible de voir. Moi, je viens d'un monde où nous sommes, bien sûr, par des différentes raisons historiques, il est impossible d'avoir le bonheur. Et donc, on bascule collectivement dans le monde de rêve. Nous sommes devenus des plus grands producteurs de longs métrages, des films. Dans des films, on peut tout vivre. La richesse, l'amour, tout. Mais dans la réalité, c'est terrible. Donc, il y a un incroyable déséquilibre mondial est présent. Et donc, si on réfléchit, on doit agir pour régler cela. Il y a une sorte de concentration de richesse dans un lieu et ça provoque une pénurie ailleurs. Pour provoquer un milliardaire, on a besoin de provoquer beaucoup de pauvres dans le monde. Et en plus, lui, sa vie est tellement courte, il ne peut pas trouver le temps. Il y a des personnes qui ont 4 maisons pour les 4 saisons, avec 4 piscines incrustées de pierres précieuses, mais ils ne trouvent pas du temps pour se baigner. Ça fait des gâchis.
Et beaucoup de personnes, je connais, ils stockent leurs voitures de collection, ils n'ont pas le temps même pas de rouler. Et là, il y a un problème, un véritable problème. Nous avons besoin de devenir généreux, riches, véritablement riches. Puisque je cours pour le bonheur, ça affirme que je suis pauvre à l'intérieur. C'est une pensée négative, c'est une affirmation négative. Nous avons besoin très rapidement ressentir la juste place de l'individu et valoriser la conscience. La conscience, le témoin, qui est l'animateur de nos pensées, nos émotions, notre vie, notre corps et le monde aussi. C'est le plus grande valeur. Mais ce que je vois, l'individu est partout, est insignifiant. En Occident, ce que je vois partout, on essaie dans toutes les entreprises, on essaie de supprimer l'individu et mettre une machine à la place. Je voyais, j'avais le plaisir de payer l'autoroute en France, mais maintenant il n'y a plus, il n'y a personne, il n'y a que des machines. Partout il y a des machines. En fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est on veut supprimer l'individu et valoriser les machines. Et nous sommes dans une tendance négative, c'est-à-dire aimer les machines et utiliser les autres humains. Mais on peut faire le contraire. Aimer l'individu et utiliser les machines. Si je... Oui, vas-y. Non, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis et c'est ça, je crois, qui m'avait beaucoup touché quand on a parlé la première fois. C'est que ce sont des enseignements qui sont très ancrés dans le réel et dans la contestation, la remise en question d'une réalité qui est en train de nous appauvrir. Contrairement à certains enseignants parfois que je respecte par ailleurs, mais où ce sont des enseignements qui peuvent, enfin, que moi j'ai ressenti comme parfois nous séparer de la réalité et qui nous parlent d'une concentration en soi et on se rend compte qu'en fait ce sont des personnes qui parlent d'une réalité qui est très très différente de la nôtre. Ça peut être des moines bouddhistes qui sont sur une montagne entourés d'une beauté magnifique, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de supérieurs hiérarchiques, qui ne sont pas confrontés à la pauvreté, à l'exploitation. Et donc, j'aime beaucoup quand, tout comme cet économiste, ce professeur de philosophie spirituelle était aussi économiste et était ancré avec les travers et les pièges de la société. J'aime beaucoup ce que dit Sarvatma aussi sur ces enseignements qui peuvent nous aider justement à nous séparer, à prendre du recul et à être critique aussi. Parce que ce qu'on rétorque souvent dans la révolution intérieure que je prône ou que beaucoup d'entre nous prenons pour un monde meilleur et ce qu'on appelle le développement personnel, qui est un peu un terme galvaudé. Hier, Thomas d'Anzembourg disait que il ne dit plus développement personnel parce que ce n'est pas du développement personnel. Quand on fait du développement personnel, ça devient du développement social, ça devient du développement civil. Donc ça n'a rien d'égocentrique. Et c'est une critique que je contre toujours. Le développement personnel n'a rien d'égocentrique. C'est un retour en soi, un début de chemin en soi, mais qui automatiquement rayonne vers les autres et qui est un élan vers les autres. Et donc, pour moi, cet élan de reconnexion à soi, de développement personnel, de développement social, est toujours intimement lié avec un regard vers l'extérieur, avec une connexion avec le réel et avec une envie de quand même rester les pieds sur terre, pointer du doigt là où il faut protéger certaines valeurs, là où certains sont mis à mal, et tout à la fois en aidant et tout à la fois en étant dans la construction et dans le constructif, mais néanmoins rester vraiment vigilant à ces pièges dont je parlais tout à l'heure, ces pièges et ces canaux que le système a de nous
départir de notre énergie, de notre temps et de nous utiliser comme si on était des machines. Alors, Savadna, tu as peut-être envie de répondre à cette notion de développement personnel, parce que quelque part, dans les enseignements que tu prônes, alors je dirais, que tu transmets plutôt, viennent de textes sacrés, de ces textes fondateurs de la science du yoga, dont notamment la Bhagavad Gita. Et tu rappelais encore dernièrement que c'est finalement comment réconcilier les besoins spirituels et les besoins matériels. Et donc ça, j'aimerais que tu reviennes là-dessus d'une part. Et puis aussi, quand on parle de ce développement personnel ou de ce développement, de ce retour à soi, je préférerais peut-être ce retour à soi, et cette notion de développement social. J'aimerais qu'on ait l'audace ce soir d'aller aussi sur le chemin de l'autre et des enseignements que tu pourrais nous transmettre à cet égard-là, qui sont des enseignements qui ne sont pas toujours faciles, de se dire que l'autre est notre création, qu'il vit en nous, et que quelque part, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que soi dans la notion du soi. Donc, plusieurs choses. Ayons l'audace d'aller jusque-là ce soir, si tu veux bien. Nous, dans notre école, on était obligé d'étudier l'histoire de la pensée, du monde entier, pas seulement l'Orient ou l'Occident. Et quand je regarde comment ça s'est passé, il y a pour l'Europe, quand le christianisme dans une époque noire et que les gens commencent à penser, qui révoltent, qui rejettent et qui commencent à développer la science, la rationalité, et puis petit à petit, ça a mené la science et la technologie, et à travers ça, la psychologie est née. On a étudié le corps, après on commence à étudier le psychisme, petit à petit, la psychologie qui nous a conduit vers le développement personnel. En ce moment, tous les jours, il y a de nouvelles techniques pour développer. Persona, c'est le masque. Persona, c'est l'ego. Et développer l'ego, c'est quel chemin à faire, en fait, d'aller vers une perfection de notre propre masque. Et le masque reste toujours le masque. Nous avons besoin de voir notre vrai visage. Ça ne termine pas. On peut fouiller notre passé, aller chercher la petite bête à 3 ans, le traumatisme, on peut faire des années de thérapie pour sortir de certaines névroses. Mais le chemin est long. Si vous avez le temps et de l'argent, parce que c'est coûteux aussi, mais regardez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème, on amène un problème et on cherche à régler un problème qui n'existe pas. Donc certainement, on ne va pas le régler, ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Et nous sommes conditionnés pour cela. C'est-à-dire, si par hasard, il n'y a pas de problème, c'est un gros problème. Notre esprit est conditionné pour diriger notre attention là où ça va pas. Et écoutez comment nous parlons, nous pensons chaque 2 minutes, on dit le problème c'est. Nous sommes très forts à définir le problème. Et notre regard n'arrive jamais à quelque chose qui est extrêmement simple. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. L'univers m'a façonné, mon corps a traversé des milliards d'années. Nous portons à l'intérieur de nous cet héritage de sagesse cosmique. Nous avons tout en nous. Il n'y a pas de problème. Nous sommes des êtres parfaits. Mais nous ne voulons pas croire ça. Nous voulons
croire juste le contraire. Depuis notre petite enfance, on nous demande qu'est-ce que tu veux devenir, comme si ça ne va pas. Un enfant qui arrive au monde, il reçoit ce message. Il faut travailler, il faut étudier, il faut avoir, il faut. Donc, énormément de conditions. Donc, nous sommes, dès la naissance, conditionnés pour courir. On ne sait pas affirmer que tu vas bien. On ne nous a jamais dit ça. Il faut mériter le paradis. La religion aussi qui nous affirme cela. Et les politiciens aussi qui nous disent la même chose. Votez pour moi, je vais changer dans 5 ans, votre vie, ça va être super. Mais ça fait longtemps que ça continue. Nous avons besoin d'une approche radicale, immédiate. C'est cela que je parle de la transformation. C'est la relecture de soi. Jusqu'à aujourd'hui, j'interprétais moi à travers le regard des autres, à travers mon passé, à travers mon corps. Nous avons besoin aujourd'hui de respirer, de ressentir le présent, la conscience, cette éternité qui habite en nous. Nous avons besoin de prendre du temps pour valoriser notre propre conscience. Il n'y a pas un Dieu si on n'est pas là pour le regarder. Les dieux de Dieu, c'est rien d'autre que notre propre conscience. C'est nous qui sommes importants. Ce message, je ne sais pas si ça peut être un message dans des journaux. Ça ne peut pas être dans la bouche des politiciens ni religieux. Ça va vider le temple et des églises qui vont arrêter si on dit, mais en fait, l'individu, au fond de lui, il y a cette lumière. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est comme des vases communicants. Quand tu dis ça, cette image de vase communicant où, en reprenant notre pouvoir, en nous recentrant et en regardant notre perfection et notre divinité, on est en train d'enlever ce pouvoir à d'autres, d'enlever ce pouvoir aux églises, aux politiques, qui eux utilisent ce pouvoir pour nous influencer comme si c'était des parents et nous des enfants. Et je parle souvent de redevenir adultes, tous, autant que nous sommes, de redevenir adultes en reprenant les rênes de notre vie, en reprenant la responsabilité, tu parlais au début, de reprendre cette responsabilité de notre vie, de nos choix. Et ce que Freud appelait tuer le père, c'est arrêter de demander la permission à des lois, à des règles, à des juges, des jugements extérieurs sur la façon dont on doit se comporter. Quitter le père, chez nous, nous parlons cela. D'abord, on doit quitter la mère. Le moment quand je suis capable d'aimer en abondance, je peux quitter ma mère. Et quitte le père quand je ne veux plus être dirigé par une force extérieure pour me donner des normes. Il n'y a personne pour me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et que je suis autogéré, que je suis capable de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Là, on peut quitter le père. On peut quitter après le maître. Une fois que je vois avec mes yeux, je peux quitter le maître. Et finalement, quitter aussi le Dieu. Quitter Dieu est indispensable pour enfin devenir, comme tu dis, adulte, un vrai adulte. Nous avons amendé Dieu pour nous conforter notre désarroi, notre ignorance. C'est insupportable pour un père de dire à son fils qui demande d'où vient ce monde ou d'où vient moi. C'est insupportable pour les parents de dire mon fils, je ne sais pas.
Ça suffisait de dire, je ne sais pas. Ils ont inventé une histoire, Dieu, où il a créé en 7 jours, tout est fait. Le septième jour, il est reposé. Donc un enfant n'a pas de possibilité de contredire. Ils vont prendre cela et nous vivons dans cette mi-vérité, cette illusion, cette erreur. C'est dommage que nous, l'homme moderne, doit se mettre debout. Les religions sont que des monuments de passé. On peut visiter, mais on ne peut pas vivre dedans. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de s'ouvrir à toutes les traditions, toutes les cultures, toutes les informations. Tout est au bout des doigts. Si vous voulez connaître ce que c'est le yoga, tapez sur Google, vous avez toutes les informations. Et ce n'est plus une époque de retention de savoir. Tout est démocratique. Ça suffit que nous décidons nous-mêmes, nous décidons notre propre avenir, notre propre bien-être. Donc aujourd'hui, c'est ça le message que je voulais partager vraiment avec vous. Ne suivez plus. Regardez par votre propre yeux. Alors, on a parlé de paix, on a parlé de joie, et tu parles de redevenir un adulte. Redevenir un adulte. Tu parlais de l'adulte, et l'adulte, je me souviens que tu avais déjà précisé que l'adulte, quand est-ce qu'on devient adulte? Je sais pas, je peux dire mon opinion, mais chacun peut donner une opinion différente. Pour moi, la différence, un enfant demande l'amour. Un adulte donne l'amour. Et quel est l'avantage d'être un adulte? Parce que quand on sécrète l'amour pour l'autre, on a autant pour soi. Il y a beaucoup de demandes dans le monde entier de l'amour. Tout le monde court pour l'amour, l'attention. Et pourquoi il y a autant de bruit? Parce qu'on n'arrive pas à écouter. Nous voulons tous parler notre vérité, mais on ne trouve pas les interlocuteurs. Écouter, c'est un acte d'amour. Je vous remercie de m'écouter aujourd'hui. C'est vous donner l'amour à moi. Mais mon message, c'est donner. Comme ça, il y aura autant pour soi et plus aux autres. Alors justement, ça nous permet aussi de faire une transition avec un chapitre qui m'a beaucoup plu dans ton livre, on en parlait tout à l'heure, c'est avancer avec les autres. Et ce besoin aussi de communauté, de se rassembler. Et donc, ça, Pedro, dans ton cheminement, tu pourrais peut-être nous témoigner un peu ce que ta transformation personnelle a induit au niveau de cette communauté que, que tu rassembles autour de finalement ton vécu et aussi de cette invitation d'avancer ensemble et de protéger ses rêves et finalement créer ou revenir à une communauté qui est basée sur d'autres valeurs que celles qui sont prônées aujourd'hui, et des valeurs que l'on retrouve d'ailleurs dans les enseignements de l'Inde, mais pas que, dans énormément de traditions, et qui sont finalement inspirées du vivant, de cette collaboration, se prendre soin. Merci de l'avoir rappelé tout à l'heure, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, le prendre soin les uns des autres. Oui, je dirais que tout a commencé avec cet éboulement intérieur. Je suis arrivé un jour chez un psy et je lui ai dit, écoutez, je suis complètement perdu. Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis, je sais pas quel impact je suis en train d'avoir. Je remettais en question mon travail qui me semblait avoir aucun sens autour de moi, mon mariage qui était avec quelqu'un que j'avais choisi longtemps avant, quand j'étais pas dans cet état où j'étais à ce moment-là.
je me posais légitimement la question, est-ce que je suis fou? Vraiment, je me sentais tellement en dehors de tout ce qui était autour de moi que je me demandais, est-ce que je suis fou? Euh, et cet homme en face a eu des paroles très sages. Il m'a dit que pendant tout ce temps, j'avais en fait construit autour de moi, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, un bunker. J'avais passé ma vie à construire un bunker autour de moi pour me prémunir de tout ce qui pouvait arriver, de, d'imprévus, des dangers potentiels qui étaient dans ma tête, que je projetais dans l'avenir. Et je me construisais ce bunker et tout d'un coup, il m'a dit, ce bunker a explosé. Il y a quelque chose qui a fait que toute cette réalité autour de toi n'a plus raison d'être. Et tu es en train de fondre comme une motte de beurre au soleil. Mais ce n'est pas grave. Et ce qui aurait été grave, c'est de continuer toute ta vie dans ce bunker. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul, isolé et écouter à nouveau ces voix qui nous disent, qui nous prônent la compétition avant tout. Ça, c'est quelque chose de tellement dommageable qui nous divise, qui nous subdivise et qui nous met tous les uns contre les autres, non pas avec les autres. Et c'est quelque chose qui commence depuis l'école, depuis la première feuille de bulletin, de notes, où l'on dit toi, tu es meilleur que lui, c'est là que ça commence. Et puis, ça s'exacerbe avec la carrière, avec les CV, les compétitions pour avoir le meilleur poste. Et une fois qu'on est dans la boîte, c'est une boîte, c'est le croître ou mourir. Moi, j'entendais ça souvent dans le monde de l'entreprise. Soit on croît, soit on meurt. On doit se séparer d'employés parce qu'on n'est pas assez compétitif par rapport à d'autres boîtes. Et là, je posais la question, mais vous venez de dire à la réunion précédente qu'on venait faire 3 milliards de bénéfices nets. Comment est-ce qu'on peut se séparer de collaborateurs si on a déjà tant de richesses? C'est des questions que les gens ne comprenaient pas parce que on était tous dans cette compétition-là. Et alors j'ai eu la chance d'avoir des amis avec qui on s'est posé ces mêmes questions en même temps. Moi j'allais voir des psys, mais je parlais aussi à des amis et je leur posais toutes ces questions existentielles. Et alors on a commencé à en parler ensemble, au boulot d'abord, la pause café, et puis on a lu ce livre de Christian Asperger ensemble qui était assez complexe et du coup c'est devenu une espèce de cercle de lecture et puis en fait c'est devenu un cercle de parole où on se réunissait une fois par mois. On était d'abord 3, puis 6, puis 10, puis on était une vingtaine et on se réunissait une fois par mois tous pour exprimer ces questions existentielles, notre désarroi, nos questionnements, nos tristesses, nos craintes. Et parfois, c'est vu comme quelque chose de cosmétique, ce fait de se réunir et de se sentir moins seul, alors qu'en fait, c'est vraiment, pour moi, j'ai vécu comme une question de survie. Parce que le fait d'avoir eu en face de moi un certain nombre de personnes qui se posaient les mêmes questions, ça a légitimé mes questions. Et ça m'a rendu normal, ça m'a rendu humain, ça m'a rendu réel. Je n'étais plus fou. Ce que j'étais en train de poser comme question, c'était normal de se les poser. Et quand je vois aujourd'hui, je fais une parenthèse, quand je vois aujourd'hui cette vague de burn-out tellement immense autour de nous, cette peine, cette tristesse, je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu aujourd'hui. De sentir un désarroi extrêmement fort, joint à cette disjonction des autres qui fait que ce désarroi est vécu en solitaire et du coup qui peut faire penser qu'on est différent, qu'on est moins bon, qu'on est non adapté et qu'on porte cette double peine du désarroi face à l'absurdité de la société que l'on vit et de la croyance que peut-être c'est nous l'erreur. C'est peut-être nous qui ne faisons pas assez d'efforts, c'est peut-être nous qui ne sommes pas adaptés et on devrait nous adapter plus, nous suradapter ou faire autrement. Alors qu'on est dans le juste lorsqu'on se pose ces questions, on est dans le juste quand ce bunker explose, on est dans le juste quand enfin on décide de remettre les choses en question et de faire une voie qui est plus authentique pour nous. Et donc c'est pour ça que je reviens souvent avec
cette idée de faire groupe, parce que c'est vital. Enfin, j'ai fait 10 ans de parcours avec ce psy, et, et à la fin, on s'est dit au revoir il y a un an. Et il est revenu sur un des premiers rendez-vous. Il m'a dit vraiment ce choix que tu as eu de changer de vie, c'était vraiment un choix de survie. C'est pas un choix cosmétique ou de se dire c'est quelque chose qui me rend plus voilà, qui peut faire plaisir ou qui est éphémère. C'est vraiment une question de survie, et être avec les autres, s'entendre dire que c'est des choix justes, que c'est des choix qui ont une raison d'être, c'est extrêmement important. Et à nouveau, ça va à l'encontre totale de cette pensée qui pourrait nous laisser croire que le développement personnel est égocentrique. Je pense qu'au contraire, le développement personnel nous éloigne de ce mantra de la compétition. En nous éloignant de la compétition, automatiquement, ça nous rapproche du lien. Donc pour moi, les deux vont de pair. Et c'est pour ça que pour moi, le groupe, c'est un cercle vertueux en fait. Le groupe m'aide parce qu'on était en soutien complet, tous les uns par rapport aux autres, et donc il m'aide à moi me connaître, et me connaissant, j'ai la force pour rayonner et entrer en lien avec les autres. Et juste pour terminer, en faisant ça, et ça c'est beaucoup de philosophes qui en parlent, Dalai Lama, tous ces gens qui portent un message d'espoir, c'est ce cercle vertueux qui fait tache d'huile par connexion de proche à proche, et contagion de ce rayonnement, de cette joie, qui fait que au final, la société change presque par inadvertance, juste en changeant soi-même. Donc pour moi, c'est fondamental, et c'est lié. L'individu et le groupe sont intimement liés. Alors, ça va pas. Est-ce que tu auras envie de réagir par rapport à ça, et par rapport aussi à ce besoin de communauté, et en même temps, comment est-ce qu'on articule ça, ce besoin de communauté, et en même temps ce retour à soi et avec l'autre qui est notre création. Et puis, j'aimerais aussi, parce que j'entends ce besoin vital de changer. Il y a encore une notion qu'on n'a pas abordée et que j'aimerais vraiment qu'on aborde ce soir. On peut l'appeler la mission de vie. Dans la science du yoga, on appelle ça le dharma, qui est un des buts de la vie. Et je trouverais ça dommage qu'on ne l'aborde pas ce soir, parce qu'en fait, le dharma, c'est ce qui nous appelle, et c'est ce qui fait aussi que quand on n'est pas dans cette voie-là, la vie nous donne l'opportunité de faire ce virage pour y revenir. Donc voilà, dans l'ordre qu'il Sierra a abordé ces différents points, s'il te plaît. J'ai entendu dire, est-ce que je suis fou? Quand on commence à étudier le yoga, la première chose que nous allons découvrir, l'humanité est névrosée. Une personne parle à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, mais si, sans interlocuteur, si quelqu'un parle, c'est un souci. Même si on n'articule pas. Je vois ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Nous parlons, jour et nuit, à soi-même. Pourquoi nous parlons à soi-même des choses qu'on sait déjà? Il y a une agitation perpétuelle intérieure qui ne se justifie pas. Ce n'est pas véritable pensée pour régler certains problèmes. Je pense à une chose qui me fait rappeler à autre chose, qui me fait rappeler à autre chose, ainsi de suite. Notre fabuleuse machine, notre cerveau, capable d'aller dans la Lune, capable de faire des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça chaque instant? Il y a un problème.
Il y a un problème de gestion de notre quelques milliards de neurones qui sont à l'intérieur. Il y a une indiscipline à l'intérieur de nous. Pourquoi parlons-nous autant en soi? Pourquoi nous n'arrivons pas à être silencieux à l'intérieur? Nous sommes occupés par des milliards de choses. Par cela que nous ne sommes pas disponibles à l'amour, à la joie, à l'harmonie, à l'autre. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de connexion véritable. Donc il y a un souci. Donc ça peut rapidement régler avec les méthodes de yoga. La science de yoga est très, très, très perfectionnée. Ça a traversé des milliers d'années. Jusqu'à aujourd'hui, cette simple connaissance est disponible. Yoga, quand je parle, ce n'est pas uniquement les postures, hein, donc il y a dans toutes ces dimensions. Donc, il est possible d'intervenir sur notre propre fonctionnement intérieur et sortir de cette perpétuelle agitation pour notre propre bien-être. Notre corps est agressé. En général, notre vie est assez paisible. Quand tout va bien, à l'intérieur de nous, nous pensons des choses qui nous agressent de l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est priorité. Dans le yoga, c'est priorité. La première priorité, c'est de sortir de cela. Le besoin d'être avec des personnes qui ne jugent pas, qui nous écoutent, qui nous acceptent, c'est un besoin de communauté qui est très général. Même pour les animaux, les êtres humains, nous sommes aussi des êtres sociaux. Nous avons besoin de cette appartenance. Mais cette appartenance peut être aussi un prison. Combien de personnes que j'ai rencontrées qui croient aux extraterrestres? Mais ils sont bien ensemble. Hein? Quand quelqu'un qui croit à une chose, qui rencontre un autre qui croit à la même chose, mon Dieu, il est barbu, ton Dieu est aussi barbu, c'est super. Donc on est tous contents. Donc là, on est ensemble pour éliminer ceux qui pensent qu'il n'est pas barbu. Donc il y a des choses positives et négatives. Je pense, si nous voulons aller plus loin, il est tout à fait possible que la communauté, l'être humain, ne suit pas. Un individu peut sortir de ses erreurs, mais nous ne pouvons pas vraiment conduire l'humanité tout entière en dehors de toutes les erreurs. Mais j'aimerais bien si ça se passe. Ne sacrifiez pas votre potentiel en attendant que les autres vous suivent. Ce que tu veux dire, c'est que, en d'autres mots, ce que tu veux dire là, c'est que la communauté, si elle est ouverte et dynamique, et que ce n'est pas recréer un nouveau conditionnement pour un groupe, et que chacun garde véritablement sa responsabilité entière, alors la communauté a un sens. Mais est-ce que j'ai bien compris que, ou sinon, la communauté peut parfois être finalement juste de remplacer un conditionnement par un autre, et que finalement, on perd ce... Faire une caisse de résonance. Oui. C'est dans ce sens-là que tu dis, oui, restez créateur de votre univers, rejoignez-vous pour créer de nouveaux mondes, mais sans pour autant perdre toute votre responsabilité et votre, oui, ne pas remettre finalement son pouvoir ou la sagesse au groupe. Je ne nie pas le besoin de communiquer. Tout d'abord, on a besoin de l'écoute, de l'entourage, si c'est propice, c'est bien. Dans le bouddhisme, il y a le sangha. C'est bien d'être entouré par des personnes qui nous propulsent vers l'ultime possibilité.
Mais ce n'est pas un endroit pour s'installer. Nous sommes venus seuls, nous allons partir aussi, nous allons quitter seuls aussi. Donc cette solitude, c'est inviolable à l'intérieur. C'est bien cette solitude. Et cette solitude peut euh, nous révéler quelque chose. Attendre dans l'espoir qu'un jour les choses qui vont changer, que demain je serai heureux, ça c'est erreur. Ça nous met en décalage avec le présent. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Venez, écoutez l'instant. Il y a tellement de beauté. Et c'est cela que je voulais dire. Et dans ce silence que ça révélera votre dharma. Quand on est occupé par des milliards de choses, nous ne savons pas où on va. Il y a énormément de contradictions dans le monde. On entend tout et son contraire. Nous avons besoin de savoir ce qui est vraiment inscrit dans notre essence. Mais pour cela, on a besoin de sortir de toute agitation. Et ça, c'est possible quand vous aimez le présent. Le présent, c'est le seul endroit de la vie. Rendez-vous présent le plus beau possible. Projetez votre amour à ce kaléidoscope qui bouge sans cesse. Donc aujourd'hui, vous avez cette réalité, un instant après, ça change. Donc c'est un spectacle magnifique qui change sans cesse. Normalement, nous avons la tendance d'attendre quelque chose qui arrive après. Non, c'est le présent seul qui est notre trésor. C'est le seul enseignement que je peux vous donner. Et c'est ça que j'avais reçu également. Le présent, c'est un trésor. C'est un cadeau. Et dans ce présent, si vous êtes entièrement présent dans le présent, votre dharma, votre but, votre raison d'être se révèle automatiquement. J'avais une petite histoire par rapport à ça. D'abord, revenir sur ce que tu disais par rapport au groupe. Et j'ai juste réalisé que ce que tu dis est très juste parce que ce groupe n'existe plus. Ce groupe de réflexion, on était peu, puis il a grandi, on était beaucoup, et puis il a disparu. On ne s'est plus réunis. Quelque part, je pense, parce que comme tu l'as dit, c'était un groupe de soutien, c'était un groupe de parole au moment où on en a eu besoin, au moment où on a eu besoin de se légitimer et de se soutenir, et puis on a continué notre chemin seul. Et en effet, je pense que j'aurais trouvé ça étrange d'avoir un groupe comme ça sur toute la durée de la vie, comme une béquille. Et par contre, ce vécu-là, je le trouve extrêmement beau. D'avoir eu cet échange très fort, mais qui a été circonscrit dans la durée. Et par rapport à ce silence et ce dharma, moi j'ai une histoire que je raconte très très peu parce que je suis très pudique par rapport à ça et c'est très difficile d'avoir des mots qui sont compréhensibles. Et à la fois, j'ai entendu que d'autres personnes ont eu ce même vécu-là. Celui d'une voix, parce qu'on dit, on entend la voix qui nous dit suivre sa voix et on suit son cœur et tout. Mais dans mon cas, j'ai vraiment entendu une voix qui m'a parlé. Et c'était à un moment où j'étais dans l'extrême silence, dans l'extrême, j'étais en train de photographier à Tokyo. C'était une rue en silence et j'étais dans cette contemplation extrême, j'étais seul et c'était il y a très longtemps, j'étais encore employé dans la banque, donc c'est ça comme hobby, j'étais pas du tout professionnel, je me tâtais, dans cette situation inconfortable de se demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais
Et il y a eu cet éclair comme ça, où j'ai entendu, en faisant des photos, en étant complètement dans cet instant présent, où il n'y a plus rien, et plus aucun son, et plus aucune pensée, j'ai entendu cette voix qui était ma voix, qui disait tu vas devenir photographe et écrivain. Et ça, c'était il y a 10 ans, plus ou moins. Et à ce moment-là, je suis tombé à genoux, j'ai commencé à pleurer de joie et de peur. C'est comme ça que je l'écris dans mon journal. Je le relis de temps en temps. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré de joie et de peur. De joie et de peur parce que cette voix elle était juste. Je ne pouvais pas la remettre en question. Ça, c'était une des seules choses que je ne pouvais pas remettre en question, c'est cette voix-là qui me parlait moi et que pour revenir 2 secondes sur ma vie, mon père était totalement anticlérical, antispirituel, donc j'avais pas de propension, d'inclinaison particulière à avoir ce genre d'épiphanie. Donc, d'autant plus, je l'ai pris comme quelque chose qui ne pouvait être que extrêmement juste et extrêmement présent. Et à ce moment-là, contrairement à d'autres moments dont j'ai parlé avant, à ce moment-là, je ne me sentais pas du tout fou, au contraire. Alors que à ce moment-là, j'ai vraiment entendu cette voix-là, je l'ai pris comme quelque chose d'extrêmement juste et réel. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis et photographe et écrivain. Donc voilà, ça c'est une petite histoire qui est très personnelle parce qu'elle est pas compréhensible par tout le monde et que je ne raconte pas comme ça d'habitude. Mais voilà, ça résonne par rapport à ce que tu disais de ce dharma qui se révèle quand il n'y a plus rien. On est totalement ancré et présent à soi. Tu veux réagir Non, ça me fait plaisir. Il y a aussi des gens d'Arc en Belgique. Mais moi, j'ai quand même envie de réagir sur ce qu'on échangeait là par rapport à la connaissance de soi et au groupe. Euh, moi j'aurais envie de préciser qu'à mon sens, et ça va pas peut-être voir si pour toi ça fait sens, dans les formations que nous lançons, elles sont tridimensionnelles. Et donc, moi, j'aime à croire qu'il y a non seulement se grandir ensemble, puisque c'est un peu notre université de la joie, donc la force du groupe qui est un amplificateur de cheminement, de connaissance de soi. Mais ce groupe, il a vraiment sa raison d'être et il amplifie le chemin parce qu'il y a cette résonance, parce que des êtres qui se réalisent et qui sont tranquilles sont des acteurs de changement. Il a vraiment sa raison d'être, mais il ne peut pas empêcher le cheminement intérieur et le retour à soi. Et donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et puis, il y a ces rencontres avec l'autre qui peut être un enfant, peut être quelqu'un qu'on n'aime pas trop, qui peut être un maître. Tout est l'occasion de grandir face à une situation, puisque l'autre n'est qu'un miroir, qu'une possibilité de connaissance de soi. Et donc, voilà, il y a cette relation au maître, quel qu'il soit, cette relation de groupe qui permet d'amplifier le grandir ensemble, et puis ce cheminement intérieur qui se fait effectivement dans le silence et en même temps dans le plein de l'âme. Donc, est-ce que ça peut être juste selon toi et la philosophie du yoga? Ce qui m'est arrivé, c'est de comprendre que mon extérieur est mon intérieur. Mon extérieur, EST, c'est mon extérieur et mon intérieur. Si mon cerveau ne reconstitue pas la réalité à l'intérieur qui me présente, en fait. Donc c'est seule vérité que je connais, ce qui me donne mon cerveau comme réalité. C'est la seule chose que je vois, en fait. Donc je ne me vois pas. Je vois uniquement ce que mon système nerveux qui me présente moi comme vérité.
cette prise de conscience que l'extérieur, c'est mon intérieur. Mon intérieur et l'extérieur, cette différence. Quand je suis sorti de cette différence, que quand je regarde chaque personne que je vois dans ma vie comme des entités intérieures de moi-même, là, il n'y a plus l'autre. Et chaque personne est une facette de moi-même. Je ne peux plus juger une personne. Je peux qu'aimer parce qu'il fait partie de moi. Il n'y a plus de choix. Mon univers, ce que je vois, c'est à l'intérieur de moi. C'est ça que j'appelle d'être extra-cosmique. Donc, l'univers, c'est à l'intérieur. Cette prise de conscience a transformé le regard que je posais aux étoiles, aux fleurs, à la beauté de la nature. Je n'étais plus séparé du reste du monde. Je suis l'observé et l'observateur. Cette expérience de voir qu'on ne peut pas séparer l'objet et le sujet, ça fait partie d'un tout. Cette unité qui m'a permis, quelque part, traverser les difficultés, aimer les personnes qui ne sont pas forcément capables, que je ne suis pas capable d'aimer, donc accepter des difficultés. Donc cela, je dirais, ce qui nous apporte véritablement le chemin spirituel pour nous. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément faire un autre monde, c'est réparer ce qui est déjà présent. Devenez guérisseur de votre propre présent. Peut-être il y a plein de choses qui ne conviennent pas. Peut-être tous les problèmes que nous voyons, c'est des problèmes intérieurs. Il y a des personnes qui partent, qui refont ailleurs, mais si les problèmes sont dedans, ils vont encore manifester. Pas de fuite possible. Faire face. Le présent. Portez encore et encore votre attention au présent. Et là, le présent se transforme. Nous donnons notre énergie là où on porte l'attention. Ne regardez pas les problèmes, regardez les solutions. Il y a beaucoup de solutions. Les solutions, c'est respirer, être présent et à l'écoute. Et quand je sais ce qui se passe, je sais comment contribuer. En fait, ton invitation, c'est de commencer sa transformation en déjà s'offrant une qualité d'être et une qualité de conscience dans l'instant. Sortez de division, toutes sortes de divisions. Yoga, c'est ça, unifier. Nous sommes éduqués avec un esprit analytique. Découpez pour comprendre. Découpez une fleur, vous allez perdre la beauté. Peut-être on peut trouver plein de noms, mais le sens est disparu. Je suis seul, il n'y a pas de sens, mais je suis avec quelqu'un, il y a plus de sens. Je fais une famille, il y a plus de sens. Et je fais ma famille, le monde tout entier, c'est ma famille. C'est une des déclarations de yoga, c'est Loka, c'est Vasudhaiva Kudumbakam. C'est le monde, c'est une famille. Nous avons besoin de ce message, d'autant plus qu'autrefois. Fukushima, c'est pour tout le monde. Les Chinois polluent pour tout le monde. En fait, nous avons besoin d'imaginer une sorte de bonheur global. Travailler pour le bonheur global. Une action juste.
l'action est impossible pour le sage. Quand on voit tout clair, on ne peut pas faire quelque chose. On va plutôt devenir un outil dans la main de l'univers. L'univers agit à travers moi. C'est pas moi qui agis. Ça, c'est mon expérience. Tu veux dire qu'une fois qu'on a une certaine connaissance de soi, on est dans cette qualité de présence dans l'instant, on peut alors trouver son dharma. Et lorsqu'on est dans son dharma, ce but de la vie, cette mission de vie, l'exercer, c'est se mettre au service de l'univers, au service... Ça fait longtemps, je me prenais pour quelqu'un. Comme si une vague se disait, moi je... Mais le jour que les vagues rencontrent l'océan, c'est tout est différent. Je ne suis pas au service de personne. Je ne sais pas qui ce je, c'est un mouvement cosmique. C'est fantastique de sentir. Nous sommes en train de danser avec les étoiles. C'est ça l'auteur mystique de ceux qui cheminent à la rencontre de son propre conscience. Et en fait, il n'y a pas de division. Vous et moi, la terre, le soleil, tout est dans un incroyable mouvement. Ce mouvement, c'est une danse cosmique. Faire partie de cette danse cosmique, en fait, c'est la plus grande récompense de celui qui chemine. Ce matin, tu me disais que finalement, le message que tu voudrais passer, c'est optimiser votre incarnation. Optimiser votre incarnation et oser réaliser votre but ultime. Je dis ça parce que je vois souvent gâcher la vie, le moment, le temps. Il y a tellement de divertissements sont proposés pour échapper le présent. Nous avons des immenses écrans pour s'échapper le présent. En fait, déjà, on a beaucoup de dispersion intérieure. En plus, on a des dispersions extérieures. Tous les médias. Tout est pour éviter de poser des vraies questions. Comme il y a une volonté, il y a tellement de sports, tellement des événements, on parle sans cesse de... J'ai entendu, on a des radios réveil le matin, et ça déclenche. Aussitôt qu'on réveille, on nous balance des informations, le taux de chômage a augmenté, et pour reconforter celui qui a au moins un travail, même si ça ne convient pas, il est content d'aller travailler. Donc nous sommes manipulés. Nous avons besoin de sortir de cette situation et extraire, c'est ça que je veux dire à vous ce soir, extraire jusqu'au la dernière goutte de la joie qu'on tient dans l'instant présent. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose avant qu'on puisse... Oui, moi j'ai utilisé la joie comme boussole. C'est un peu ça, ça me fait penser à ce que tu disais du chemin, de l'instant présent. Et parfois on me pose aussi la question de comment savoir, qu'est-ce que je veux faire. Moi je veux bien changer de vie, je sais que ma vie ne me convient pas, mais je ne sais pas vers quoi je dois aller.
Moi, je me suis rendu compte que la joie était la boussole euh, pour me guider sur ce chemin qui me remplit de joie. Donc c'est un sentiment très profond de l'âme qui que l'on n'écoute pas souvent. Je fais le parallèle avec le corps. Le corps, les douleurs du corps, on les écoute de façon beaucoup plus sérieuse. Si quelqu'un a mal à son épaule chaque lundi matin, en se réveillant, il ne va pas tenir 3 semaines, qu'il sera déjà chez un spécialiste pour voir ce qui se passe à son épaule. Par contre, cette douleur de l'âme qu'il peut avoir s'il va à son travail chaque lundi matin et qui sent cette espèce de vide spirituel, de gâchis, comme tu dis, de gâchis de secondes précieuses. Toute la société nous a appris à vivre avec. Parce qu'à nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas dans le matériel. Et moi, j'ai appris en faisant cette reconnexion avec moi à écouter cette voix quand elle est dans la joie et quand elle est dans la tristesse ou dans la douleur. Et c'est comme ça que j'ai pu, aussi douloureux soit-il, et aussi inconfortable soit-il, ce changement de chemin, arriver à suivre cette boussole en départageant de ces activités, ces personnes, ces habitudes qui ne me mettaient pas dans la joie au quotidien. Et ça m'a mené à cet instant aujourd'hui où j'ai l'impression d'être d'être cet univers, cette incarnation de l'univers, ou d'être la vie qui me traverse, qui est parfois dans la douleur, parfois dans l'inconfort à nouveau, mais qui est dans un chemin qui m'emplit de joie, un chemin qui m'emplit de joie parce qu'il est cheminer en conscience, cheminer en tant qu'adulte, choisi, très important ce chemin que j'ai choisi, qui n'est plus choisi par défaut ou choisi à ma place, qui est incarné en tout état de cause, en toute conscience, en toute présence. À nouveau, une petite histoire mystique qui m'est arrivée, que j'ai ressentie, c'est quand j'ai fait ce discours qui était simplement ces paroles qui sortaient du cœur et qui n'avaient rien de révolutionnaire, mais qui ont fait un tapage médiatique, un bruit, qui a été pollué les esprits de beaucoup de gens. Et suite à ça, il y a une maison d'édition parisienne qui l'a écouté, qui m'a appelé pour rendre ce rêve d'enfant réel, de matérialiser ce livre. Et tout ça m'est tombé dessus très très vite et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se jouait là. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, j'acceptais ce nouveau rôle qui était encore différent de celui pour lequel je venais de changer, enfin, que j'avais incarné pendant 8 ans de photographe. Et il y avait une confusion, un flux d'énergie comme ça qui m'a fait sentir que c'était la vie qui me traversait et que non seulement j'étais dans la joie, mais à la place juste et que je devais continuer. Donc c'est pour ça que ça fait 2 ans que je mène de front à la fois la photo, à la fois l'écriture et les conférences. Et pour moi, ça c'est mon interprétation à l'occidental du dharma, de se sentir à sa place en s'écoutant soi et en écoutant les signes extérieurs qui sont en fait, ça me parle beaucoup, cet extérieur qui est en fait notre intérieur, parce que je suis convaincu que ces signes extérieurs sont en fait une représentation de ce qui est juste pour moi parce qu'ils viennent de moi. Voilà. En Inde, on dit que celui qui protège le dharma le protège. C'est exact. Alors peut-être pour la conclusion de ce soir, c'est que finalement, ayez le courage de suivre votre voie, mais dans le sens, je disais ce matin, le cœur en œuvre. Mettez votre cœur
votre âme en œuvre. Oui. Ça te l'est à la tâche. Si vous êtes dans un endroit, c'est là que vous devez être. Si vous trouvez des problèmes qui vous entourent, peut-être c'est un message. C'est le champ d'action, c'est ça, le présent qui va vous indiquer votre dharma. Et quand on part quelque part, on rate la possibilité d'agir de l'intérieur. L'humanité, notre place sur Terre, est très important parce que tous les problèmes que l'homme a créés et que l'homme peut le résoudre. Donc, c'est ça la voie du cœur. Nous avons un devoir. Le devoir de l'humanité, c'est cela. Donner un coup de main à la Terre. Je vois qu'il y a pas mal de questions, mais on a vécu dans un temps circulaire et pas du tout linéaire, donc on n'a pas du tout tenu le timing. Donc il a déjà... On était hors du temps, on était à notre place. Totalement hors du temps, il est 10 heures. Ça va peut-être commencer à être un peu tard pour nous. Ou choisir une ou deux. Bon, allez. Bonsoir, Monsieur Correa. Vous parlez régulièrement de ces groupes de parole, échanges autour de ces questions existentielles. Existe-t-il toujours? Ça, tu disais, je sais pas. Sous quelle forme peut-on les retrouver en Belgique, si c'est possible, évidemment? Alors, non, il n'existe plus celui-là. Par contre, j'encourage toujours tous ceux qui me posent la question à les créer eux-mêmes. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit qui les regroupe ou qui les recense. Je ne pense pas que ça existe. Par contre, oui, j'encourage vraiment à que ça se fasse de proche en proche, que ça se fasse. On connaît tous des gens avec qui on a envie de refaire le monde, de partager nos préoccupations existentielles profondes, des gens qui vont être, comme tu disais, dans la bienveillance, non jugeants, avec qui on peut avoir un cadre de discussion serein. Je pense qu'on en a, enfin, j'espère qu'on en a tous un ou deux, et que ceux-là même en ont d'autres, donc agrandir ce cercle avec les amis et les amis d'amis. Voilà, donc vraiment j'encourage à prendre action par rapport à ça, à prendre le taureau par les cornes et les créer, même si vous n'en connaissez pas, créez-le vous-même. Le seul conseil que je donne pour faire ça, c'est d'avoir comme je disais, des personnes qui ont ces qualités-là et mettre un cadre de discussion, d'écoute active et troisièmement, juste une régularité dans les rencontres qui font qu'il y a une espèce d'habitude et que ça se met, et que même si quelqu'un manque, les autres viennent, et même si on est deux, même si on est trois, ça se fait quand même. Voilà, ça serait mes seuls conseils, parce qu'après, chaque groupe aura sa propre spécificité, et je pense qu'il y a d'autres à regarder. Alors quelqu'un disait, oui, mais finalement, quand on est responsable, est-ce qu'on n'est pas très seul? On était toujours seul, on continuera à être seul. Cela est bien. Mais pas spécialement confortable pour celui qui ne se connaît pas. La solitude, c'est notre véritable nature. Et chaque fois qu'on cherche à altérer, c'est une forme d'agression. Nous sommes profondément seuls. Et cette solitude, ce n'est pas le rejet de l'autre, mais c'est inclus. Ça inclut l'autre. Le un, et bien sûr, on va imaginer et qu'il y a des multiples, mais en réalité, le un est
la seule réalité, et cela est bien. Parce que la peur, ça vient de l'autre. La pensée de l'autre. L'autre existe. Quand on alimente cette pensée de division, ça génère la peur. Donc, prenez cette direction d'inclure l'autre dans votre unité. Si je peux ajouter un ressenti, c'est qu'on est constamment dans un jeu qui nous empêche d'être seul. Donc on a juste simplement parfois perdu l'habitude de se connaître, on ne se connaît pas. Et donc, comme le renard et le petit prince, on a besoin de s'apprivoiser aussi. Forcément, parfois, il y a beaucoup de gens qui commencent à méditer et qui disent ça m'angoisse. Parce que je suis seul face à moi-même et que je ne connais pas cette personne et tout ce que je suis. C'est énorme, c'est insondable, c'est comme un puits noir, on ne voit pas le fond, évidemment, ça fait tourner la tête. Donc c'est une habitude aussi qu'on a perdu, je pense, avec le travail harassant, les distractions, tout est fait pour éviter ça. Donc c'est normal que ce soit inconfortable. Oui, au début, c'est pas confortable. Après, c'est petit à petit, on va apprendre à se regarder. Je vous invite vraiment, prenez du temps pour vous apprivoiser par vous-même et arrêtez de se fuir soi-même. Donc, nous sommes notre propre étranger à la maison. On ne peut pas se quitter. Nous devons faire la paix avec soi-même et ça va nous conduire vers quelque chose d'étonnant. Vous pouvez devenir amoureux de vous-même. Et votre amour de soi, ce n'est pas le narcissisme que je parle. C'est cette reconnaissance que cette lumière qui est à l'intérieur de vous deviendra la plus grande joie de chacun. Merci à tous. Merci Pedro, merci Sarvatma. Merci à tous. Merci à tous. Et à une prochaine fois. Merci à tous, toutes les personnes qui sont présentes.